c'est l'évolution technique est-elle nécessaire au progrès ? À savoir que ça fait écho à des émissions qu'on a déjà faites. Alors attends, Ouais. on avait fait quoi ? On avait fait, parce qu'il faut quand même essayer de différencier les sujets. On va pas refaire des émissions qu'on a déjà données. On avait fait le déclin dans l'art, ça on l'avait fait. On avait beaucoup On parlé avait fait le de déclin, ouais. En cinéma, fait, de on avait musique. fait le déclin et on avait été principalement sur l'art, c'est ça ? Non, Ouais, Non, c'est quasiment uniquement c'était là. pas dans esthétique et civilisation, ça ? Si. Tu vois, parce qu'on en a fait 2 qui étaient déjà proches. Ouais, c'est vrai. Le déclin, on a parlé de quoi ? Je sais plus. Je sais plus. À mon avis, c'est dans l'esthétique. Non, mais t'as raison, c'est dans la première. Non, en fait, voilà. Dans le déclin, on a parlé quasiment que de cinéma. C'est dans Ouais, celle-là c'est où ça. on a parlé quasiment que d'un. Et on voulait faire plus après. Et c'est dans celle d'après où on a parlé Ouais. d'architecture, de musique, etc. C'est ça. On a vraiment parlé d'esthétique, ouais. Et des autres Et après, arts. Yannick. Et après le plus grand film. Alors, bien sûr. le plus grand film, effectivement. Qui n'a pas été assez écouté, on vous invite à aller écouter l'émission. Ouais, et même j'ai envie de dire, si vous n'avez pas vu le film, C'est pas plus mal. je pense que ça va quand même vous intéresser parce que bah, de toute façon on raconte tout ce qui se passe dedans. Donc, Très largement. mais bon, Écouter l'émission, vous prendre 3 fois et demi plus de temps que de voir le film. Bien sûr. Mais c'était aussi une réussite, quoi. C'était une sorte de défi. Donc, malgré tout, faut qu'on se calme. Parce qu'on fait les malins, on tape des émissions de 3h30 et après on se voit plus pendant 10 semaines. Donc il y a une C'est ça. sorte de séquelle, il y a une sorte de, il y a un cooldown. voilà, de blessure. Et donc on va essayer de se limiter aujourd'hui. Parce que ce serait bien de pouvoir faire Hein, Thomas? des émissions plus souvent. Donc le sujet du jour, je le répète parce qu'en fait j'ai peur, faudrait que je l'écrive, j'ai peur de repartir sur les sujets déjà évoqués. L'évolution technique est-elle nécessaire au progrès ? Je lance un chrono, donc on verra si le chrono sera le grand dieu de cette émission ou la grande blague de cette émission. Pour moi ça peut être l'un ou l'autre, Ça peut être Ça- les deux, ouais. hein. Ça peut être les deux, pardon, mais les deux. tu sais, c'est quoi c'est un dicton juif, c'est les hommes font des plans et Dieu rit. C'est ça. Voilà. Ouais, on est exactement là-dessus. On verra si Dieu va rire ou pas. Alors. Ce qu'il faut que les gens sachent, les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on fait, ça nous arrive quasiment à chaque fois, on fait le podcast avant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du sujet, on dit un peu ce qu'on veut dire dedans pour s'assurer qu'on a des choses intéressantes à dire. Et sur la technique, en fait, on a quasiment fait déjà le podcast par messages vocaux interposés. Mais je m'en souviens où on plus. s'insultait. Mais je m'en d'ailleurs. souviens plus. Oui, je crois qu'on ça. Les insultes, je m'en souviens. Mais je pense que le point crucial où en fait tu m'as eu, vraiment où tu m'as eu, c'est du coup ça va nous économiser genre 1h30 de d'émission. Bande. C'est la technique, ça n'est pas seulement la technologie dans le sens les nouveaux objets ou les nouveaux outils. C'est la manière dont on l'utilise. C'est aussi la manière dont on les utilise. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à l'épisode précédent, quand tu disais oui, mais en fait, avec Bach, il y a pas de, je disais, il n'y a pas de révolution technologique. En fait, il y a une révolution technique parce que Bach n'a pas la même manière d'écrire la musique que les présents. Alors, je suis pas un expert. Il me semble qu'il y a un truc Alors, avec la musique J'ai- modale qui devient. Pour tonale, moi, c'est le un truc comme ça. contrepoint. Et Voilà. alors, mais le contrepoint, c'est une innovation. Mais quelque part, c'est même pas Ouais, la mais seule. apparemment, encore une fois, alors j'ai remarqué récemment qu'il y avait des putains de nazis dans le monde de la musique. Donc en fait, Non, je sans pense déconner. qu'il faut juste pas parler avec ces gens. Du gatekeeping dans la musique. Ah non, mais un Impensable. truc de fou. Un truc de fou. Malgré tout, je pense qu'il est quand même assez largement communément admis que une des innovations de Bach, c'est le contrepoint qui existait déjà avant, mais qui Oui, a mais- vraiment amené, qui a vraiment bossé avec ça, quoi. Voilà. C'est ça. Récemment, en fait, on s'est fait insulter sur un sujet avec Mozart et le piano. Et je t'en ai parlé d'ailleurs. En fait, c'est le piano forte. Oui, Voilà. oui. Où en fait, le piano forte est plus ancien que ça. Mais, alors j'ai pas voulu rentrer dans le débat là-dedans dans les commentaires, parce qu'en fait, rentrer dans des débats, dans des commentaires YouTube, Alors moi, c'est le genre de truc que fait c'était Philippe. sur Facebook. Et il Moi, faut c'était pas sur faire ça. Facebook. Non, faut pas faire ça. Mais en fait, non, la critique est recevable, c'est-à-dire qu'effectivement, le piano forte existait déjà, mais en fait, il était très peu utilisé. Bach connaissait le piano forte, mais ne l'utilisait pas parce qu'il trouvait que c'était un instrument un peu merdique, jusqu'à ce que finalement, sur la fin,
lui-même l'utilise aussi. Mais je crois que c'est ça, mais moi, tu sais, c'était beaucoup plus bâtard que ça, l'échange. Mais vas-y, je te laisse finir. Ouais. Non, mais en gros, simplement, juste là-dessus, du coup, c'est vrai. Mais en fait, il faut aussi que les gens mesurent qu'il y a une différence entre le machin existe et le machin a réellement transformé la musique. Ce qui est pas la même chose. Par exemple, la machine à vapeur. Bon, bah, les Grecs avaient découvert la machine à vapeur avec je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc de Élie d'Alexandrie, je pense, comme ça, où en fait, il faisait chauffer une cuve d'eau qui avait un tuyau d'où sortait la vapeur et qui faisait tourner une roue. Mais en fait, il avait trouvé que en fait ça générait du mouvement, mais ils n'étaient pas passés à l'étape où en fait ils allaient utiliser ce mouvement de manière utile. C'est un cas un peu extrême, mais en gros, je veux dire, t'inventes ton truc dans ton coin, mais en fait, le temps que ce soit utilisé, ça met 50 ans. Bah en fait, la révolution, elle a eu lieu 50 ans après. Elle a pas lieu au moment où tu fais le truc. Elle a lieu au moment où le machin vraiment transforme le monde. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, c'est ma réponse de l'esprit de l'escalier d'il y a 10 semaines aux gens qui nous ont... aux nazis de la musique classique. Ouais, parce que moi, mettez des commentaires. Ouais, dans les commentaires, c'est bien. C'était même pas lié à l'émission. Hein. Moi, c'était une publication Facebook où un mec faisait une blague sur le piano et Mozart. Et en gros, il y a un ou deux nazis qui sont venus dire c'est bien la blague de quelqu'un qui n'y connaît rien, etc. Et moi je dis si le piano et Mozart c'est quand même très lié, etc. Donc directement t'es pas musicien, t'y connais rien, etc. Ok. Et en fait effectivement en creusant un peu, le piano est arrivé après Mozart et c'était le piano forte. Mais voilà, pour autant, Osef en fait. C'est tout. En fait, il a été adopté vraiment massivement après, ce qui fait que Mozart a composé pour clavecin, en fait. Et du coup, tous les morceaux qu'on a de Mozart en tête, la marche turque, etc., qui sont des compositions pour piano, en fait, on les joue au piano parce qu'en fait, pour nous, le piano a vraiment totalement supplanté le clavecin, mais en fait, Mozart les a composés pour clavecin. Et du coup, le truc que tu disais sur le fait que une révolution technique, ça inclut aussi des révolutions de méthode, de manière d'utiliser un outil ou des outils, quoi. Sauf que, et c'était un peu ma réponse en disant, en fait, il y a une forme d'autologie, tu vois. C'est-à-dire que dire, c'est parce qu'on se sert de quelque chose différemment que du coup ça change tout. Ouais, parce qu'en fait, si la nouvelle méthode, tu vois, si la nouvelle façon d'utiliser un outil existant n'apportait pas une grande différence, et en fait on l'utiliserait pas. Et du coup, les manières différentes ou nouvelles d'utiliser des choses, elles se justifient nécessairement par le fait. Enfin, du coup, il y a un peu un côté, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que de fait, si une nouvelle manière d'utiliser un outil amène de grands changements, en fait, il y a évidemment, c'est presque, tu vois, où est le lien de trucs, c'est quasiment une équivalence entre la nouvelle manière d'utiliser et le grand changement, en fait. Donc, mais c'est pas forcément par là que je voulais aborder le sujet, parce que cette question était venue de la musique, c'était par rapport à Bach, justement. Mais pour moi, pour moi, il y a une confusion entre la cause et la conséquence. En fait, alors, petite introduction d'un concept qui permettra aux gens de briller dans des dîners mondains, s'ils vont dans des dîners mondains. On appelle une série téléologique, c'est-à-dire en fait une suite d'étapes qui mènent à un but. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas je veux faire A pour B, c'est je fais A pour B, et B me permettra d'avoir C, qui me permettra de faire D, etc., jusqu'au but attendu. Et en fait, la nouvelle méthode, qu'il s'agisse d'un nouvel outil, ou d'une nouvelle manière de ces outils, ou d'une nouvelle manière d'organiser l'utilisation de ces outils, si elle est une révolution, c'est parce qu'en fait, elle provoque un bouleversement dans beaucoup de domaines de la vie humaine. Et donc, en fait, c'est par son résultat qu'on peut dire « Ah, mais en fait, ça, c'était une révolution. » Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu une tautologie. La question, c'est est-ce que toute innovation technique
est forcément une révolution. Moi, c'est plutôt ça que je propose comme sujet, parce qu'en fait, sinon, moi je dis que la réponse est assez évidemment oui, parce qu'en fait, si ça provoque un grand changement, moi, c'est une révolution. Juste faire deux mini-développements. La première, c'est que je reviens et je ferme la question de l'échange Facebook. En fait, moi, où je les prenais pas au sérieux, les nazis, c'est qu'en fait, je partais du principe déjà qu'en fait, au départ, c'est une blague. Et en fait, eux disaient la blague est fausse parce qu'elle est factuellement fausse. Et moi, en fait, je disais, mais vous êtes bien fermé d'esprit pour partir du principe que toute blague doit être factuellement vraie. Selon moi, c'est déjà avoir une vision extrêmement restreinte de l'humour, quoi. Donc en fait, moi, je leur répondais dans ce sens-là, en mode, mais vous vous dites musicien et vous avez une conception si fermée du monde, en fait, quoi. Enfin, ça me semblait, voilà. Mais je pense qu'ils ont carrément pas compris ça, du coup. Première chose. Et deuxième chose, je reviens à notre échange il y a 10 semaines. Je crois qu'une des choses que je t'avais dites, c'était que c'était le sujet de la poudre. C'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, la poudre, si mes connaissances sont justes, a été découverte en gros par les Chinois pour des trucs, je crois que ça devait être les feux d'artifice, ce genre de choses, mais n'a été utilisée que bien après pour faire des armes. Et pourtant, on ne peut pas dire que les armes, je pense, n'ont pas amené une révolution dans plein de choses. Ouais. Pour montrer bien cet écart entre l'invention, la découverte de l'objet, quoi, et l'utilisation, qui est une révolution bien plus marquante. Je tenais à mettre ça aussi sur le tapis. Maintenant, je suis d'accord avec toi de dire qu'effectivement, on peut plutôt poser la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que toute évolution technique amène une révolution, c'est ça ? C'est ça. Alors attends, parce qu'on disait, je crois, dans la problématique, était nécessaire à la civilisation, c'est pas ça, non ? Au progrès. Ouais. Non, au progrès. Non. Au progrès. Au progrès. Donc là, maintenant, il faut choper des exemples, des contre-exemples. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Moi, j'aime bien ton exemple de la poudre, parce qu'en fait, il y a effectivement l'invention de la poudre n'a pas révolutionné au moment où ça a été inventé et même utilisé au début les aspects même militaires ou la vie, etc. En fait, militairement, ils s'en servaient pour effrayer. En fait, c'était plutôt pour ça fait des grosses explosions, mais pas dangereuses en fait, comme des gros feux d'artifice effectivement, qui font beaucoup de fumée et de bruit, et donc ça effrayait les chevaux, etc. Mais ça n'a pas été une révolution comme, par exemple, l'artillerie a été une révolution. Et en fait, justement, entre le moment où les Chinois inventent la poudre à canon, enfin la poudre, et le moment où on se met à faire des trucs avec qui changent la donne, qui transforment le monde, il y a des siècles. Et du coup, la vraie révolution, c'est pas l'invention de la poudre, c'est l'idée de s'en servir pour faire des canons. Et en gros, voilà un exemple, c'est un peu une tarte à la crème, quoi, mais la première grande bataille de l'histoire où l'artillerie a joué un rôle vraiment décisif, c'est la bataille de Castillon, qui est la dernière bataille, ou la dernière grande bataille de la guerre de 100 ans, où justement les armées françaises, c'est pas la première où il y a des canons, mais c'est la première où il y a beaucoup de canons, et en fait c'est vraiment utilisé comme élément décisif, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'artillerie et il y a un écart de puissance de feu, littéralement, entre l'armée anglaise et l'armée française, qui fait qu'ils se font éclater. Et en gros, c'est la fin. Voilà. Ils perdent cette bataille et c'est fini, quoi. Talbot meurt juste après. Voilà. Et du coup, évidemment que entre l'invention de la poudre et la bataille de Castillon, il y a des siècles. Et à partir de quand est-ce que tu peux dire que ça a été une révolution ? Parce que de quand tu dis que ça a été une révolution, ce qui, selon moi, se justifierait quand on peut dire que ça a commencé à transformer le monde. Et pour moi, c'est l'usage. C'est pour ça que je dis en fait que c'est en fait la conséquence. C'est à la conséquence qu'on voit que c'est une révolution, et pas au moment où c'est fait. Un autre exemple de ça, par exemple, c'est les LLM, c'est les justement les réseaux neuronaux artificiels. La théorie sur les réseaux neuronaux artificiels, elle date, je crois, des années 70 ou 80. Mais la puissance de calcul à l'époque permettait pas de les développer. Et en fait, cette théorie, enfin ce champ d'étude de l'informatique théorique, qui a été développé il y a des dizaines d'années,
n'a pu réellement transformer le monde que très récemment, parce qu'en fait, on n'a pas pu le mettre en œuvre pour transformer le monde, quoi. Donc la révolution, tu la fais pas remonter aux années 70, tu la fais remonter à genre ChatGPT, quoi. À peu de choses près, quoi. Ou au premier truc là de détection d'images. Reconnaissance faciale. Mais Par c'est exemple. ça, ouais, exactement. Par exemple. Et donc, voilà, en fait, c'est pour ça, c'est un peu le contexte. C'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là. Parce que pour moi, la première question, en fait, elle a une réponse assez évidente. Du coup, je suis curieux de voir si les gens en commentaire trouveront qu'on dit n'importe quoi. Mais du coup, l'opposé est plus intéressant. Est-ce qu'une révolution bien sûr, implique nécessairement leurs commentaires seront pris en compte avec sérieux et attention. C'est ça. Mais par exemple, tu vois, dans la catégorie des révolutions, il y a aussi des révolutions qui sont de nature sociale. C'est-à-dire, il y a des choses qui changent dans la façon qu'on a de se comporter les uns avec les autres. Est-ce que ça compte comme innovation technique ? Est-ce que tu as un exemple ? La réforme protestante. Alors, on me dira que la réforme protestante, elle est rendue... Enfin, il y a l'imprimerie qui joue un rôle dans sa diffusion. Je pense qu'on peut parler d'évolution technique, oui. Mais pour l'imprimerie, évidemment. Mais pour juste... Même pour la réforme. Parce que c'est une manière différente de... Enfin, vas-y, je te laisse développer. Je suis pas sûr de... Et moi non plus, je suis pas sûr. Je te dis, je pense que... parce que... comment dire ? On peut parler... En tout cas, on peut parler d'innovation. Encore une fois, je pense que le champ de la technique, ça peut être très large. Et quelque chose qui va être tellement puissant, qui va amener une sorte de remise à plat des interactions sociales, et qui ensuite, on va parler, amène le capitalisme en fait. Si on suit la théorie de Weber et tout, selon moi, c'est un truc qui est tellement puissant que c'est une innovation, que c'est une révolution. Après, parler de technique, ouais. C'est ça. Non, mais si une technique, c'est là. Évidemment que c'est une révolution. Si une technique, c'est une interaction, par exemple, entre un. Tu vois, ça s'arrête pas à l'être humain et l'objet. Puisqu'on peut parler même d'un animal et d'un objet, on peut parler de plein de choses si on parle de technique. Donc pourquoi pas parler d'être humain et d'être humain ? Surtout que il y a différentes façons de voir la société. Mais on peut la voir comme une machine aussi. Ouais. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Du coup, je rappelle, la question c'est devenu est-ce qu'une révolution nécessite une. Du coup, non, c'est la première question. Est-ce qu'une innovation technique est forcément un progrès pour la société ? C'est un truc comme ça, je crois, la question. Ouais, mais en fait, ça, c'est la question d'origine. Mais c'est nécessairement oui. Parce qu'en fait, l'innovation, elle est définie aussi par son impact. Tu vois. C'est qu'en fait, si ça ne transforme pas la société, c'est pas. En gros, après les tours un peu là qu'on a fait, je trouve que la question est plus intéressante sur nature de ce qui est technique ou pas. La question initiale, c'était est-ce que l'innovation technique est nécessaire au progrès ? Et la question sur laquelle on était parti ensuite, c'était est-ce qu'une innovation technique amène forcément le progrès ? C'est un truc comme ça, je crois, non ? Puisque justement, moi je t'ai dit, on va devoir trouver des contre-exemples. Ouais, du coup, je pense que je l'ai pris à l'envers. Repartir sur qu'est-ce que la technique, c'est ça ? Parce que typiquement, alors si on prend non pas la question mais ce qu'on a dit jusqu'ici, comme on définit une révolution par ses conséquences, en fait on va qualifier d'innovation technique quelque chose qui va on va la qualifier comme ça a posteriori, c'est-à-dire que si elle a rien transformé, on parle pas d'innovation technique en fait. Et du coup, c'est moins intéressant. Parce que justement, en fait, c'est à ces résultats qu'on juge que c'est parce que c'est parce que ça transforme la société qu'on juge que c'est une révolution. Je pense qu'il y a un biais, il y a un biais dans la question qui fait que, même dans la réflexion, qui fait qu'effectivement, l'évolution technique, toutes les évolutions techniques, ouais, en fait, on peut répondre non très facilement. C'est un peu c'est le biais du survivant. Toutes les évolutions techniques ne sont pas nécessaires au progrès de la société, mais en gros, la plupart, on n'en a pas entendu parler du coup. Ah non, moi, c'est même pas comme ça que je le poserais. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as une nouvelle manière de faire quelque chose,
quelque chose parfois même de nouveau. Tu vois, donc c'est une innovation quelque chose technique. que tu faisais déjà, mais tu le fais autrement. En fait, si cette nouvelle manière ou ce nouvel outil, cette nouvelle manière d'appréhender le monde autour de toi n'amène pas un changement majeur dans la vie humaine, alors du coup, ça n'est pas une révolution. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler même d'innovation ? Alors moi, je pense qu'on peut parler d'innovation, mais si on parle de la question qui est est-ce que toutes les innovations techniques amènent au progrès ? En gros, du coup, la réponse dans ce cas-là serait non. Puisque il y a beau avoir l'innovation technique, elle n'est pas utile, elle n'est pas jugée comme utile, elle n'est pas adoptée par la masse, en gros, par la société, et donc elle ne sert pas le progrès, mais le biais est qu'on n'en entend pas parler, du coup. Donc je sais même pas si on a... Okay. Je pense qu'il y a des exemples, je suis pas juste... On pourrait même aussi, c'est une sorte de lieu commun, alors, c'est moins populaire aujourd'hui, mais ça l'était à une époque, disons il y a à peu près 10 ans, on parlait beaucoup d'innovation incrémentale et d'innovation radicale ou disruptive. C'était un peu le terme. Maintenant, c'est devenu un terme un peu bullshit parce que tous les termes techniques du monde de la tech ont débordé leur univers et ont été adoptés par des tocards. Et donc, maintenant, quand tu parles de disruption, les mecs te parlent de disruption et en fait, ils l'emploient pour jeter de la poudre aux yeux. T'es bootstrappé ou pas ? Moi, je suis totalement bootstrappé. Énorme. Et donc, oui, ok. Même une innovation, je sais pas, qui te permet de faire fondre du verre pour 10% moins cher. Je sais pas si ça transforme réellement la société. Pour autant, c'est une innovation. Ouais, mais je pense que je te dis, la question telle qu'elle est posée, il y a un biais. La réponse est forcément non. Toute innovation technique n'amène pas forcément le progrès. Mais il y a un biais du survivant où en fait, on n'entend pas parler de celle-là. Pour autant, elles étaient des innovations techniques. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ça parce qu'il doit y en avoir quand même. Et je pense qu'il y en a notamment dans le monde de la tech, justement. Des innovations techniques qui ne servent pas et donc qui ne sont pas adoptées, qui n'amènent pas le progrès, qui pour autant sont des innovations. Je reviens juste à ce que tu disais avant. Par exemple, exemple typique, alors je sais plus comment il s'appelle, mais à une époque, il y avait un format qui était concurrent du VHS. J'ai oublié comment il s'appelle. On a une équipe, l'équipe s'il vous plaît, cherchez, envoyez-le, les fact-checkers. Ils sont 22 aujourd'hui, hein, ce soir-là. Ils ont répondu présent. Ah, c'est pas mal, mal. Hein. Et ils sont tous dans nos têtes. Sans pression. Non, mais du coup, bien sûr, il y avait un format vidéo, donc technique. Hein, c'était une méthode d'enregistrement des vidéos sur support physique et au format cassette, si tu veux, mais des cassettes différentes qui avaient une meilleure qualité. C'est-à-dire que c'était genre, je crois que l'équivalent c'est genre 480p ou le 360, un truc comme ça, tu vois. Donc quand même une innovation intéressante, avec une meilleure durée de vie ou je sais pas quoi. Mais en fait, elle était plus chère et le marché a choisi, en fait, et il y a un peu un côté winner takes all, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le format VHS est devenu populaire, plus populaire que l'autre format, pourquoi est-ce que tu te casserais les couilles à l'imprimer selon les deux techniques, sachant que les gens devaient aussi acheter 2 lecteurs, un lecteur VHS et un lecteur, j'oublie le nom de l'autre là, etc. Et du coup, il y avait un peu un côté où de toute façon, il ne pouvait y en avoir qu'un seul sur les deux, et du coup un autre qui était aussi innovant, qui avait des qualités différentes, qui était supérieur sur certains aspects, mais qui n'a pas été adopté pour des raisons en fait de structure de marché, quoi. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir 2 formats de cassettes en parallèle. Ouais, il y a un exemple là-dedans. Alors juste, je fais une parenthèse parce que je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Pour info, ce que tu disais sur on va appeler ça la méthode incrémentale et la méthode. Alors justement, Big Bang. En sciences sociales, ça existe. Ils appellent ça Big Bang. Ils appellent ça méthode incrémentale et méthode Big Bang. En tout cas, en sciences politiques, ça existe. Et c'était donc un article d'un auteur que je connais bien qui s'appelle Bo Rothstein, qui est un Suédois, professeur, d'ailleurs qui a été professeur dans beaucoup d'écoles internationales, Harvard, Sciences Po Paris, etc. Mais que moi j'ai connu à Göteborg. Argument d'autorité ? Non, enfin oui, je dis juste qu'il a été dans des grandes écoles, mais c'est... Les zététiciens en Suède. Je dis pas ça pour faire un argument d'autorité. En tout cas, c'est
Enfin, moi, il m'a touché parce que j'ai beaucoup aimé le lire, en fait. C'est d'ailleurs, je t'avais probablement parlé. Normalement, j'ai un exemplaire par là. Il a écrit un livre qui s'appelle Just Institutions Matter. Et en gros, c'est un livre de philosophie politique, mais ultra moderne. Un livre qui a été écrit il y a 15-20 ans. Et assez technique. Et pour autant, c'est ultra plaisant à lire parce que c'est bien écrit. C'est les chapitres de 15-20 pages. Le truc, il est bien fait. T'as 10-12 chapitres. Le livre, il fait 200 pages. Et c'est en fait sur les fondements moraux de l'État-providence. Et en gros, c'est le livre qui a été... Alors, je sais pas s'il a été une base pour les réformes économiques qu'il y a eu en Suède. Mais en tout cas, ça arrive un peu à la même époque. Et il est vu comme ça. Et en gros, c'est ce livre-là qui a permis au modèle social suédois de passer du tout public et tout monopole, parce qu'en gros, c'est pas un livre, ça peut être vu selon moi comme un livre très libéral, séance de table entre l'Angleterre et la Suisse, je précise. Il y aura rien. Pour autant, là, il y a obligatoirement un truc. Là. Pour autant, si tu veux, il n'est pas contre le public. En fait, c'est un livre pro-concurrence. Et ce livre, si tu veux, a eu ce déclic-là en moi quand j'étais en licence, où en fait, ce qui est important, c'est pas que tout soit privé ou que rien ne soit public. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la concurrence partout. Et notamment, tu sais, Charles Gave parle de ça parfois, que les écoles en Suède, en fait, il y en a plein des privés et des publics. C'est de toute façon financé par le public, parce qu'en fait, il y a de la concurrence, et en gros, mais il y a une concurrence qui est les libre. citoyens ont des tickets. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent aller utiliser leurs tickets dans n'importe quelle école pour mettre leurs enfants. Et ils peuvent démarrer leur propre école aussi. Exactement, il suffit d'être un peu nombreux ou je sais pas quoi, enfin, mais c'est que dalle. Ça, 7 familles. Ouais, c'est que dalle. 7 familles. Mais donc en gros, ça veut dire que lui, il appelait ça voter avec tes pieds. C'est-à-dire qu'en fait, tu votes toujours en allant là où tu veux aller, et ça suffit pour déterminer la qualité et la performance de service public. Et en gros, donc, ça montrait ça, mais ça montrait ça pour tout. C'est-à-dire qu'en Suède, ça s'est fait à plein niveau, pas qu'au niveau de l'éducation. Et donc, ça a fait ce déclic-là en moi. Et en gros, il fait un article sur, je crois, les réformes anticorruption, où il dit qu'en gros, il y a 2 manières de réformer, la méthode incrémentale et la méthode Big Bang. Et je crois qu'il expliquait dans l'article, que celui-là, pour le coup, j'ai lu, que c'était le Big Bang qui marchait toujours mieux, quoi. Il valait mieux faire table rase, aller très très vite dans les réformes, parce qu'incrémentalement, il y avait, on en parle maintenant avec Philippe Fabry assez souvent, ce qu'on appelle des sentiers de dépendance. Et en gros, l'entropie des institutions fait que tu n'arrives jamais à faire ce que tu veux vraiment faire, quoi. Et je rattache à ce que tu disais avant sur les VHS. Il y a un exemple dans la tech qu'on voit souvent en sciences sociales. Ça avait créé beaucoup d'articles. Alors, et je vais avoir du mal, je pense, à le rattacher conceptuellement à ce que tu disais. C'est l'exemple du clavier. Le clavier QWERTY et le clavier AZERTY. Où en gros, je crois si le clavier QWERTY a été adopté, c'est qu'effectivement il était plus performant. Il y a eu des études. Non, en gros, c'est le clavier. Alors en français, ce serait AZERTY versus Bepo. Oui, il y avait Bepo, ouais. Mais c'est français. En gros, si on parle des Anglais, je sais pas quel est l'équivalent du Bepo, comment ça s'appelle. Mais en gros, le QWERTY a été fait pour espacer horizontalement les lettres qui ont tendance à être les unes à la suite des autres. Parce que sur les claviers mécaniques, où il y a des petites tiges en métal, si tu appuies trop rapidement sur 2 touches qui sont consécutives, il y a un risque qu'elles se bloquent, et donc c'est la merde. Et donc il vaut mieux que, je sais pas, en français, T et R se suivent régulièrement, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, et du coup, il vaudrait mieux que R et T soient séparés. Ce qui n'est pas le cas, hein, du coup, sur un clavier AZERTY. Vous le savez très bien. C'est pas le cas non plus sur un QWERTY. ER. Voilà, E et R devraient être séparés normalement parce que ce sont 2 lettres qui se suivent énormément. Bref. Et du coup, le problème étant que quand on est passé du clavier mécanique des machines à écrire au clavier électronique, enfin, je veux dire pour ordinateur, et ben en fait cette contrainte technique a disparu. Mais le problème c'est que comme tout le monde s'était déjà formé sur les claviers QWERTY ou AZERTY ou Querts chez les Allemands, etc., toutes les variantes locales, et ben en fait il est impensable de sortir un clavier qui soit fichu, organisé autrement que comme QWERTY, parce que ça voudrait dire que tout le monde devrait réapprendre comment taper. Impossible. Et c'était lié à ces questions d'inertie.
et de sentiers de dépendance, mais je ne sais plus exactement l'argument que faisait le papier à ce niveau-là, mais je crois que c'était aussi lié à ça en France, c'est-à-dire que c'était aussi une question de sentiers de dépendance qui faisait qu'ils ne pouvaient pas aller sur le QWERTY, quoi. Mais je trouvais assez lié à ce que tu disais sur les VHS. Voilà. Ça. Et je me demande si d'ailleurs il n'y a pas un exemple aussi avec le Minitel. Mais pareil, je vais avoir du mal à le rattacher conceptuellement, mais je sais que le Minitel, tout le monde s'en targuait en France, etc. Il y a ce fameux truc, je crois, c'est Oussama Ammar qui en parle souvent, sur les gars de Polytechnique, je sais plus, qui avait fait un truc sur l'Internet a pas d'avenir, etc. Bah, c'est... Ah bon. En fait, c'est un peu comment dire, c'est la malédiction de l'ingénieur, c'est-à-dire que c'est pas parce que un outil ou une méthode, parce qu'en fait c'est ça, hein, du coup, est supérieur suivant beaucoup de critères, qu'en fait ce sera la formule qui gagnera. Parce qu'en fait, il y a un marché. Et le marché, c'est juste, est-ce que ce que tu fais répond à un besoin, au besoin global qu'ont les gens. Et en fait, il y a des dynamiques dans un marché. Et pour Internet, il ne pouvait pas y avoir un outil, un Internet parallèle. Tu vois, je sais pas, pour les voitures, par exemple, j'en sais rien. Il y a différentes gammes qui existent. Il y a différents modèles. Il y a différentes, tu vois, et donc il y a de l'espace pour la diversité. Mais il n'y a pas différentes routes. Ou pareil sur les trains. Les trains, il y a un espacement de rail, hein. D'ailleurs, ça fout la merde quand on va en Espagne, parce qu'ils ont choisi d'avoir des trains avec des rails différents pour pas être envahis par les Français. Encore un grand moment de. Ils avaient pas prévu le Rafale. Mais en gros, c'est pas parce que en fait c'est un truc qu'on a, et c'est un truc qu'on dit souvent en France, parce que c'est un tort qui est très français, parce que je sais pas, dans la culture française, il y a davantage d'insistance sur et c'est un peu un lieu commun, mais je pense que c'est vrai, il y a plus d'insistance sur l'ingéniosité, sur sur des critères techniques en fait, que sur des critères de marché en fait. On n'est pas un peuple de commerçants très très compétents, on est un peuple très 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 ingénieux, et du coup on va inventer des trucs genre, je sais pas, voilà, c'est un peu des tartes à la crème, mais ouais, le système de suspension hydropneumatique de la DS ou des Citroën, etc., qui met à plat, hein, qui aplatit toute la concurrence jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est encore aujourd'hui le meilleur système possible, enfin, pas possible, le meilleur système jamais réalisé de suspension. Sauf que, en fait, trop cher à produire, trop faillible, trop fragile, et puis en fait les gens accordaient pas autant d'importance à ce critère-là pour motiver la différence de prix, donc en fait les gens le font pas. Pareil pour la VHS, les gens se satisfaisaient la VHS, et donc l'autre format est mort, et a pas été adopté. C'est-à-dire que si la VHS, tout le monde avait trouvé ça, suffisamment de gens avaient trouvé ça en disant mais non, mais en fait c'est regardable, la qualité est pourrie, et en fait ils auraient adopté l'autre. Mais en fait c'est un peu un truc d'ailleurs qu'on dit sur le marché, c'est qu'en fait c'est la solution la plus nulle acceptable. C'est-à-dire qu'en fait il y a une forme de maximisation par le bas, tu vois. C'est genre c'est d'ailleurs comme ça que alors pour ceux qui savent, hein, qui travaillent avec la commande publique, c'est facile, hein, une commande publique dans n'importe quel domaine, vous voulez gagner un contrat, alors soit en fait vous êtes le pote du maire, soit ça marche pas comme ça en plus, Léo sait que ça marche pas comme ça, mais ça fait toujours ça marche parfois comme ça, hein, il faut être honnête. Ça a beaucoup marché, en tout cas historiquement ça a beaucoup marché comme ça. C'est ça. Non, mais il y a des trucs, il y a l'UGAP, il y a des trucs comme ça, etc., qui font que ça devient quand même plus difficile de pouvoir faire ça, quoi. Mais en gros, vous voulez gagner un contrat public, c'est simple, il faut que vous remplissiez tous les critères du cahier des charges, et parmi toutes les propositions qui remplissent ces critères, ils prennent la moins chère. Donc en gros, ce sera forcément le truc le plus merdique, mais qui techniquement fait le taf. Et ensuite, on s'étonne que tout pue la merde, tu vois. Parce qu'en fait, si tu choisis, par exemple, un truc simple, c'est que si tu choisis ton intérieur, par exemple, si tu vas prendre la table,
qui remplit la fonction de table avec ton cahier des charges de genre il faut qu'elle fasse tant de centimètres, etc. et au prix le moins cher, en fait, si tu fais ça sur toute ta maison, déjà, il y aura forcément des erreurs que tu vas devoir payer parce qu'en fait, les trucs en fait, étaient plus merdiques que ce que tu croyais. Parce que tu as toujours pris genre rat, tu vois, au ras du truc. Et donc, en fait, tout devient merdique. Ah, ça. Moi aussi, je pense que c'est un vecteur, pas d'entropie, mais de merdification de notre environnement par la commande publique. Ça, j'en sais quelque chose et je pense que ça marche aussi très bien dans le privé. Et le truc, c'est que c'est très contre-intuitif. Parce que, mais enfin, pour moi, ça n'a pas l'air contre-intuitif, mais c'est contre-intuitif parce que le coût de la réparation ou l'amélioration du truc merdique à la base, qui parfois nécessite plusieurs interventions, parce que parfois est pas pris en compte. L'erreur est répétée, et le total de ce coût est bien supérieur au fait de, en premier lieu, avoir pris un truc de meilleure qualité. Et ça, j'en sais quelque chose. Et toi aussi, je et sais. Pour avoir bossé avec des Allemands, je trouve que les Allemands ont un rapport plus pragmatique à ça. Ils prennent en compte les coûts dans le temps et ils valorisent aussi un truc que les Français valorisent pas, c'est le temps en interne. C'est-à-dire que si ça va te prendre, je sais pas, un mois de taf à ton équipe de faire un truc, tu vas pas le pricer au prix auquel ça devrait vraiment être pricé. Un mois de taf d'une équipe, c'est énormément d'argent. Mais en fait, ils préféreront prendre un truc qui coûte genre 2000 balles plutôt que 50 000, sans comprendre qu'un mois de taf de toute ton équipe, c'est beaucoup plus que 40 000 euros, quoi. Et donc, en fait, il y a aussi un rapport avec le coût fixe que tu payes genre d'un coup et en fait, le temps que ça coûte, le temps que ça prend à tes employés. Bah, c'est un peu moi qui raconte ma vie, là. Mais j'ai vu ça tellement de fois que c'est insupportable. Et je le dis pour nos auditeurs qui n'auront pas l'info ou qui n'auront plus l'info, que l'Angleterre est en demi-finale. Putain. Voilà. Faut informer, tu sais, parce que c'est vraiment un euro de merde. On n'a pas tous la chance d'avoir des gens sur le terrain qui peuvent te donner les scores comme ça. En plus, c'est presque du direct. Les gens qui écouteront cette émission dans 10 jours, si tu veux, l'info, ils l'auront plus. Dans 10 jours, ils pourront se dire, putain, c'est vrai que l'Allemagne était en demi, tu vois. Donc ça, c'est important. L'Angleterre, pardon. L'Allemagne aussi. Ah non, l'Allemagne a été dégagée par l'Espagne, pardon. Oui, tout à fait. Oui. Mais du coup, je reviens sur un truc que tu avais dit quand tu as dit la réforme protestante, c'est aussi innovation technique parce qu'en fait, ça change la manière que tu as d'aborder le monde et les interactions humaines. Ton rapport à Dieu et ton rapport aux autres hommes, en fait. Et donc, en fait, c'est parce que tu vois, les bouquins, mais en fait, transformer la façon dont les gens pensent. Alors c'est dans des révolutions. Je veux dire, à partir du moment où tu te dis que, je sais pas, le passage de la tribalité à, je sais pas, ou de la féodalité à la monarchie de droit divin, tu vois, ce qui est pas tout à fait la même chose, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une grande innovation technique? Tu vois, c'est précipité par l'artillerie, qui en fait rend l'armée centrale du roi beaucoup plus puissante que celle des seigneurs locaux. Mais en fait, même sans ça, je pense que le processus serait quand même arrivé à terme, parce qu'en fait, dans la tête des gens, il y a eu un shift où tu regardes plus ton seigneur local, mais en fait, tu regardes le roi. Et du coup, est-ce que un changement d'heuristique, en fait, une manière d'appréhender le monde ou des schèmes mentaux, est-ce que pour toi, ça compte comme de la technique ou pas? Je pense que oui. Parce que, donc je réfléchissais pendant... C'est purement la définition. Je réfléchissais pendant que tu parlais, mais imagine le langage. Ouais. Le langage, pour moi, une évolution dans le langage, c'est une évolution technique. Parce que, prends l'extrême pour le coup là, mais une société sans langage, elle va forcément être très limitée techniquement puisque les gens peuvent pas communiquer entre eux. Donc pour moi, le langage, c'est une technique. Et si tu acceptes ça, mais j'avoue que c'est une question de définition, mais pour autant, je pense avoir raison. C'est-à-dire que si tu acceptes ça, je pense que tu peux l'étendre, enfin, tu peux faire un parallèle avec la pensée. Ou même les capacités cognitives, mais la façon de penser,
au niveau d'une société, peut être extrêmement limitante ou extrêmement, comment on pourrait dire, expansionniste, enfin je sais pas, tu vois, permettre de l'expansion de la croissance, etc. Pro-croissance, on va dire. Pro-growth. Non mais voilà. Et en gros, pour moi, c'est très lié. Il faut, en fait, un certain niveau de langage et une certaine façon de penser pour faire des innovations techniques. Alors, toi, tu peux revenir du coup sur causes et conséquences, etc. Mais pour autant, je pense que sur le langage, c'est assez clair que c'est lié à la technique. Et je pense que la pensée, ça l'est aussi parce que pour moi, c'est une sorte de langage, c'est une sorte de communication, en fait, la pensée. Ou alors, en tout cas, ça ne peut pas en être séparé. Voilà. Mais j'avoue que c'est une sorte de définition. C'est une question de définition, pardon. Mais est-ce vraiment... je sais pas si on est vraiment dans le sujet en parlant de ça. C'est-à-dire, pour moi, dans cet échange, en fait, on doit prouver, ou on doit se mettre d'accord, ou on doit arriver à montrer que toutes les évolutions techniques ne mènent pas forcément le progrès, quoi. Et je pense qu'on peut le faire facilement, mais il faut trouver des exemples. Ça, c'est ta quête secondaire dans cette émission. Pourquoi passer la quête première, c'est toujours la technique. Tu veux vraiment définir la technique ? Définir la technique, peut-être pas avoir des ambitions peut-être un peu plus modérées, mais je pense qu'on l'a déjà fait de toute façon. Mais tu vois, typiquement, est-ce qu'un changement dans la manière d'appréhender le monde, tu vois, ça compte ou pas comme innovation ? Oui, Max Weber dirait oui. Après là, j'essaie en fait pour simplifier. En même temps, c'est. Tu vois là, du coup, j'essaie de trouver des exemples parce que ok, d'accord, le monothéisme, la réforme protestante, l'humanisme, tu vois, je pense qu'il y a plein de phénomènes sociaux/sociétaux de société qui, quand ils... Genre la théorie de l'inconscient, tu vois. Ouais. Fondamentalement, c'est pas une technique. Il a pas inventé une manière de... Alors on peut dire oui, ok, d'accord, la psychanalyse. Je parle pas de la psychanalyse. Je parle de la théorie de l'inconscient. D'ailleurs, il me semble que c'est une théorie qui n'est pas inventée par Freud. Je sais plus qui a fait sortir ça en premier. Je crois qu'il y a des origines françaises à la théorie de l'inconscient. Mais en gros, à partir du moment où on se met à considérer qu'il y a des choses qui expliquent le comportement des hommes et qui échappent à leur processus conscient, on se met à appréhender le monde et à concevoir des choses ou à faire des choses dans le monde de manière différente. Ouais. Tu dis ça pour voir pour essayer de... Parce que du coup, parce que je dis, en fait, du coup, cette idée-là, qui n'est pas une technique, c'est-à-dire qui n'est pas une méthode, qui n'est pas un outil, qui est juste une manière différente de penser. Mais ouais, selon moi, c'est la même chose. Parce qu'une manière de penser régit tellement, ou peut régir tellement ta vie, mais plus largement, si on prend par exemple Max Weber ou ce que tu disais toi là, la vie de toute une société, par extension, que, en fait, si tu penses, ou si tu conceptualises un petit peu une société comme une mécanique, comme une usine, que c'est une innovation. Tu changes le logiciel des humains, en fait. Tu changes le logiciel des fourmis des rouages dans la... Ouais. Des robots dans l'usine, quoi. Et moi, quand tu parlais, je me posais la question, du coup, mais moi, je pense que j'ai ma réponse, c'est est-ce qu'une idéologie peut être ou est une innovation technique ? Et technique, je sais pas, mais en tout cas, ça peut avoir les mêmes conséquences, des conséquences de même nature que le... C'est quoi le Fordisme, le Taylorisme ? C'est quoi en Union soviétique ? C'est le stakhanovisme ? C'est ça ? Non, le stakhanovisme, c'est chez les soviétiques. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit chez les soviétiques. Mais t'en as aussi. Tu vois, ça, je pense qu'avant tout, c'est des idéologies. Et c'est devenu des innovations techniques dans l'industrie.
Donc je pense que là, il y a des exemples plus proches de nous, puisque c'est vrai que Weber, ou même l'inconscient, c'est un peu éloigné. Ok. Ok. Tu vois, très bon exemple, je pense. Mais tu sais que je suis assez bon en exemple. Non, mais c'est balèze parce que du coup, on revient sur la série téléologique. Parce qu'en fait, je pense que ma contribution à cette émission, c'est d'avoir dit qu'en fait, c'est au résultat que tu peux qualifier le truc de base. Et du coup, la révolution fordiste ou tayloriste, tu vois, parce qu'en fait, au final, ce que c'est du coup l'organisation scientifique du travail ou la division en tâches, tu vois, etc. Et donc en chaîne de production. En fait, ça, c'est réellement une innovation technique parce que c'est une manière différente de faire du travail, de travailler, quoi. Mais en fait, ce qui a rendu possible cette division-là, c'est l'approche scientifique du travail. Mm-hmm. En fait, il y a une révolution mentale qui est, il faut aborder le travail non pas comme un métier, tu vois, ce qui était le cas, tu sais, avec les guildes, les machins comme ça, ouais. les comptes, les corporations, etc. Les corporations, évidemment, mais à travers, en fait, une manière de vue, c'est comme une suite d'étapes. Et le fait de voir, donc ça, c'est un changement dans la manière d'appréhender. Le fait de le voir comme ça, et avec une autre innovation, avec une autre idéologie qui est l'utilitarisme, où tu vas te dire, bah évidemment que je vais choisir le mode, que je vais réfléchir à des modes d'organisation qui vont optimiser mon coût et mon temps de production. Alors évidemment que, enfin je veux dire, c'est un calcul que tout le monde fait, mais en fait peut-être pas tant que ça. Il a quand même fallu attendre un sacré paquet de temps avant qu'on ait une division des tâches, alors que c'était probablement un truc que auquel d'autres personnes avaient pensé avant, etc. Mais en fait, ça se matérialisait pas parce que la manière dont les gens avaient d'aborder ce truc-là, pareil pour la standardisation. La standardisation, elle est mise. Évidemment que les mecs y avaient pensé avant, en disant, ce serait quand même vachement mieux si tous les tubes qui sortaient de ma fabrique de fusils avaient exactement le même diamètre. Comme ça me permettrait d'avoir exactement les mêmes trucs pour tu vois, les pièces détachées pour les fusils, tu vois. C'est évidemment la guerre et l'intensification de la guerre qui a amené ça. Mais même sous Napoléon, c'est déjà assez tard, hein, on n'était pas à des niveaux de standardisation, et en fait, pas assez d'efforts avaient été consacrés à faire ça. Ouais, ça me fait penser... Il faut attendre encore, quoi. Ça me fait penser à une autre question, justement, c'est... quand tu as parlé de guerre, c'est est-ce que la guerre est nécessaire aux innovations? Puisque je sais que beaucoup d'innovations sont amenées par les guerres, mais je crois qu'en fait c'est plus profond que ça. C'est les innovations sont amenées par genre des contraintes. Il faut des contraintes. C'est pas forcément la guerre. Ça peut être l'isolation, ça peut être ouais. Bien sûr. Mais du coup, très bon exemple. Alors juste pour dire que du coup la série théologique, c'est que quand tu dis en fait une idéologie, c'est innovation technique. Je sais pas si c'est technique ou pas, ça, je pense que c'est une question de définition. Mais innovation, et entre guillemets, ça amène des révolutions d'ordre technique parce que ça transforme le monde. Oui, parce qu'en fait, cette nouvelle manière d'appréhender t'amène à changer de logiciel dans beaucoup de méthodes ou de pratiques humaines qui, elles, vont transformer le monde. Et je sais pas moi, tu vois, la Renaissance, l'humanisme, cette manière différente de concevoir le rapport aux hommes et à Dieu et à l'environnement, à la nature, elle va amener des innovations qui vont transformer le monde. Et par rapport à la guerre, en fait, ça fait un truc, c'est que je disais, est-ce que c'est technique ou est-ce que c'est social? Et en fait, c'est dans beaucoup de jeux vidéo, la catégorie de recherche de technologie, en fait, elle se divise en 3. En innovation technique, sociale et militaire. Et je sais pas si je partage cette division en 3 parce qu'en fait, dans le militaire, en fait, pour moi, c'est un sous-cas des deux premiers. Mais pour moi, évidemment, soit l'innovation elle a un rapport avec la production de biens matériels, soit elle a un rapport avec l'organisation humaine. Quelle est la nature des rapports entre les individus? Et donc, par exemple, quand on a inventé la société par action, on n'a pas inventé une nouvelle manière de faire un truc.
on a inventé une nouvelle manière dont interagissent les gens. C'est-à-dire que on va inventer une manière où on va imaginer qu'une société est une personne. On va assimiler ça, c'est pour ça qu'on appelle ça, tu vois, c'est genre une personne morale, etc. En fait, on va l'assimiler à ça, parce que à défaut de meilleurs termes, et on va régir la manière dont les profits ou les responsabilités seront divisés ou dilués ou partagés entre des individus. Et c'est une vraie révolution. Ça amène énormément de transformations, mais en fait, c'est parce que ça permet à des sociétés en fait, d'amasser du capital de manière beaucoup plus large, et donc ça permet de déployer des entreprises d'une manière qui est nouvelle, que ça transforme le monde. Mais en fait, à la base, la transformation, elle est dans les têtes des gens. C'est juste, ce truc-là est un truc qu'on peut faire, et ce sont des règles tacites. Tu vois, nouvelle règle du jeu, genre nouvelle règle, tu vois. Nouvelle règle, maintenant, on peut faire comme ça. Mais c'est déjà une innovation. C'est une transformation de la société, parce que tout à coup, la nature de tes relations entre les individus est différente. Pour moi, c'est ce que je dis en fait, entre technique et social. C'est est-ce que c'est une manière différente de transformer le monde extérieur, ou alors est-ce que c'est une manière différente dont les individus interagissent? Tu poses une question là? Non, enfin, je sais pas. C'était je crois l'aboutissement de. Ok. Parce que je pense que grosso modo, on arrive au bout. En fait, si. Alors, j'aurais aimé qu'on ait plus d'exemples techniques, mais. Je veux dire des exemples plutôt technologiques même. Mais je pense que si la question c'est. Est-ce que l'innovation technique est nécessaire, amène nécessairement le progrès? À mon avis, la réponse est non. Si on accepte ce chaînon idéologique, mental, etc., on sait que des idéologies ont bidé. C'est clair. J'aurais aimé plus d'exemples technologiques, mais je crois qu'il y en a forcément des évolutions. Mais des exemples technologiques qui ont bidé? C'est ça la question? Des innovations, ouais, qui du coup peuvent être des pratiques, comme avec l'exemple de la poudre. Je pense que même si on n'a pas forcément listé beaucoup de cas ici, la réponse est forcément oui aussi. La réponse est forcément, elle amène pas forcément, elle est pas forcément nécessaire au progrès, tu vois. Les éoliennes? Alors attends, excuse-moi. Si la question c'est l'innovation technique est-elle nécessaire au progrès? Ouais. La réponse est oui en fait. C'est si elle amène forcément le progrès. Et dans ces cas-là, la réponse est non. Voilà, exactement. Je sais pas si j'aurais été sur les éoliennes par contre. mais ça c'est ton côté suédois. Ouais, mais non, mais je pense qu'il y a surtout les éoliennes, il y a quand même beaucoup de gens qui défendent ça. Moi je m'y connais pas assez. J'en ai rencontré beaucoup à Centrale. Le seul truc que je connais, c'est qu'apparemment une éolienne, ça crée énormément de déchets. Et non mais c'est une catastrophe, je veux dire. Et donc c'est limite quoi en termes d'utilisation. On est totalement dans l'idéologie en fait. Enfin bon, moi je suis un nucléariste convaincu, je m'en cache pas. Moi j'ai une centrale dans mon salon. Hein. Mais en fait, quand tu considères la somme totale de pognon qui a été investie publiquement, je te parle même pas des parce que tu peux pas contrôler le privé, que des mecs ou des fonds de pension veuillent croient, tu vois, un VC qui croit dans un projet et qui met son pognon. Tu peux pas contrôler le privé. Je peux te dire qu'il y a un pays qui y croit beaucoup. Ça s'appelle la France, monsieur. C'est ça. Et pas n'importe laquelle. Quel enfer. Mais ouais. Bon, enfin, pour moi, c'est un truc qui bide. Et quand il y aura des, comment dire, tu sais, tu disais la guerre et en fait, ça met et les nouvelles contraintes. Quand en fait, il y aura des vraies contraintes et ce sera, oh putain, il faut vraiment produire de l'électricité et il faut le faire bien et il faut le faire avec le minimum d'investissement possible, avec la plus grande longévité, etc. Et aussi pour des contraintes écologiques, comme justement les déchets, etc. En fait, on se remettra à faire du nucléaire, quoi. Et je réfléchis, tu vois, encore, par exemple, tu vois, je pense là au paiement par téléphone. Innovation technique. Ouais. Est-ce que vraiment, on peut dire que ça a amené une révolution? Moi, j'ai été touché par le fait qu'en Suède, il y a déjà... Non, mais ça, tu as répondu, c'est que le nécessaire... Enfin, je veux dire, est-ce que ça amène
forcément une révolution, non. Oui, mais je voulais. C'est qu'en fait, le lien de dépendance, il est dans l'autre sens. La révolution a besoin d'innovation technique, mais l'innovation technique n'amène pas nécessairement mais j'étais déçu de pas avoir assez d'exemples technologiques, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'essaie encore d'en amener. Parce que pour moi, le faire avec l'idéologie, ça marche très bien, mais c'est un shortcut, quoi. Ouais. Bah, le paiement par téléphone, pour le coup, ça a pas bidé. Je veux dire, il y a beaucoup de gens. Moi, j'utilise tout le temps. Ça a pas bidé, mais moi, j'avais été touché par la performance de l'innovation parce que, par exemple, en Suède, il y a 10-15 ans, beaucoup de gens l'utilisaient. Bon, par contre, quand j'étais en Chine, là, j'ai vu ce que c'était le fait que beaucoup de gens l'utilisaient. Et je trouve qu'en France, ça s'utilise pas beaucoup. Moi-même, j'utilise que quand par accident j'ai oublié mes cartes bleues, mais sinon j'utilise pas. Mais par contre, dans le fait de la carte bleue et ensuite par extension le paiement mobile va faire disparaître le cash, là c'est bide total. Moi je vois pas la disparition du cash. Alors moi je le souhaite pas, la disparition du cash. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va arriver? Bah là c'est un peu le moment doom de cette émission. On rappelle toi, le destin merdique du monde. Oui, it's so over. Non, tu dis quoi toi? It's so over, bien sûr. It's so over. C'est foutu, tout est foutu. C'est fini. Non mais c'est. Ils ont gagné. Toi tu dis ça. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ouais. Putain, les forces de Satan ont gagné. Non, elles ont pas gagné définitivement, mais je veux dire. Et pour le coup, c'est pas juste moi. Je veux dire, les modèles hystéronomiques prédisent qu'en fait, on va vers un nouvel empire romain. Et donc, ça veut dire en fait une espèce de grande URSS mondiale vers un accroissement des comment dire de l'accaparement par le pouvoir central. De responsabilité, notamment dans l'économie, vers une paupérisation de masse. Enfin, c'est l'Empire romain, quoi. Et en fait, c'est... Je sais plus comment on est venu là. C'était quoi ta question d'origine? Ah oui, le cash. Et ben en fait, le cash, le problème, c'est que c'est trop libre, en fait. L'État n'a pas de contrôle sur ton cash. Il peut t'empêcher de le déposer à la banque, ou il peut t'empêcher d'acheter certains trucs avec, notamment l'immobilier, etc., etc. Et encore, c'est pas. Je veux dire, si quelqu'un accepte d'être payé en cash, il pourrait techniquement, tu vois, voilà. Mais le fait est que ils essaient très très fort d'interdire le cash parce que pour eux, ça échappe à leur contrôle. Le niveau de pression financière est démesuré et jamais atteint dans l'histoire parce qu'il est rendu possible par la société industrielle et a fortiori numérique. Les gens qui pensent que le Bitcoin, enfin que les monnaies, que les crypto-monnaies sont une manière d'échapper aux États centraux ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que c'est déjà dès aujourd'hui, en fait, c'est comment dire, tout se sait. Les plateformes sur lesquelles les transactions se font collaborent avec les services de police et avec les services fiscaux, évidemment, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le trafic de drogue, le financement du terrorisme, etc. Mais pas uniquement, en fait. Je veux dire, si tes crypto-monnaies, en fait, tu peux pas les cash out et tu peux pas payer des trucs réellement importants avec. Tu vois, tu peux pas acheter d'appartement, tu peux pas acheter de voiture, tu peux pas. Quoi ça te sert, quoi? Payer des restos, tu vois? Bah ouais, du coup c'est comme le cash. Du coup tu peux payer des restos et même, tu vois, il faut que tu trouves un commerçant qui accepte d'être payé en crypto-monnaie. Moi, pour ma centrale dans mon salon, j'ai payé en crypto. Hein. Et ouais, ça t'a coûté combien? 18. Doge. 18 Doge. Ouais. Mais donc, ok pour ces deux facettes de la question, qui sont donc innovation technique nécessaire au progrès et innovation technique amène forcément au progrès. Et donc la troisième question sur laquelle il faut peut-être conclure aussi, c'est celle que tu as amenée toi, c'est-à-dire
sur la définition de technique, c'est ça? Mais j'ai pas de réponse, en fait. Je pense que c'est propre à la définition de chacun, même si on peut parler de la justesse de la définition, mais je crois que... Enfin, je crois qu'on a quand même déjà pas mal ouvert là-dessus. À la rigueur, on peut parler d'innovation sociale, tu vois. Parce que c'est une manière différente qu'on a d'interagir avec ou heuristique. Ouais, mais c'est là où j'ai parlé du coup de communication en disant que c'est une technique aussi, quoi. Mais c'est un exemple, ouais. Tu vois. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est que je pense qu'on a fini. C'est qu'on a fini et ça fait combien de temps? 1 heure? 58 minutes. Donc c'est beau. Putain, incroyable. C'est beau si tu veux. Incroyable. Donc il faut très vite qu'on Attends, j'ai bien mérité un coca. Alors, j'ai mérité un coca. Il faut juste qu'on arrête et qu'on passe à la suite. Donc je propose qu'on arrête celle-ci. Donc on dit au revoir, bisous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires, ça marche mieux que les likes. Mettez des likes évidemment. Ouais, mettez des commentaires. Qu'est-ce qu'on peut demander de... Mettez 5 étoiles sur Spotify. Mettez 5 étoiles sur Deezer. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Faut lâcher des étoiles partout. Le Tipeee qui n'existe toujours pas. Ouvrez un PEA pour mettre du liquide pour plus tard mettre sur le Tipeee. Achetez le Macumba Coin. Achetez le livre qui n'est toujours pas écrit, mais voilà. Et on va essayer donc, mais pour l'instant on y arrive, de se tenir à des formats plus courts, bon, c'est quand même 1 heure, pour pouvoir être un peu plus régulier ou en tout cas faire plus de contenu, quoi.